Nous allons maintenant effectivement présenter le projet de la restitution de la grotte Fosquaire. Et pour ça, nous allons laisser la parole à Gilles Tosello, qui est préhistorien, pariétaliste et plasticien, ainsi qu'à Alain Delis, qui pilote l'atelier Archéos en Dordogne, et à Laurent Delbos, qui est chargé de mission pour la société Kléber-Rossillon. Je vais commencer la présentation. Ouais. Donc, bonjour à tous. Laurent Delbos, chargé de mission pour la société Kléber-Rossillon. Je suis accompagné d'Alain Delis qui est à côté de moi, qui a parlé tout à l'heure, et Gilles, qui nous a parlé. Je suis en charge du projet de restitution, et donc je vais vous présenter, pour commencer, la modélisation de la grotte. Après, Gilles vous parlera de l'art pariétal de la grotte que l'on va reproduire, et puis Alain vous fera un point sur les techniques de reproduction. Voilà, donc moi je vais partager mon écran, si on veut bien m'autoriser à le partager. Moi je vais aborder l'anamorphose, les techniques de reproduction. Gilles, comme je vous l'ai dit, va parler de l'art pariétal. Et puis Alain, qui est à côté de moi, abordera les panneaux ornés. Donc, je vais commencer par le traitement des données numériques pour la reconstruction de la grotte. Nous travaillons depuis le début de l'année 2020 sur la reconstruction de la grotte. Nous avons commencé par élaborer une méthodologie de travail en vue de modéliser la grotte. L'idée est ici de reconstituer la grotte d'après les relevés fournis, afin de pouvoir effectuer une visite complète de celle-ci en modèle, on va dire, chauve-souris. Ce modèle permettra ensuite de la déstructurer, de la recomposer, en l'adaptant au bâtiment avec ses contraintes. Voilà. Cette opération se décompose en 3 grandes étapes. La segmentation de la reconstruction et en 3D et le maillage de la grotte, le texturing et la projection des textures sur la paroi, et puis la réalisation d'un outil collaboratif qui permet de faire une visite virtuelle de la grotte. Donc, pour réaliser la nouvelle grotte au sein du niveau -2 de la Villa Méditerranée, qui est le niveau le plus vaste du bâtiment, avec le moins de contraintes, on va dire, nous avons récupéré les données du ministère de la Culture qui nous a été fournies via la DRAC de la région Sud. Et ces relevés ont été réalisés par la société Fugro. Donc, nous avons récupéré 344 scans, 344 morceaux de grotte et 344 images panoramiques réalisées à l'intérieur de la grotte originale. Ces 344 scans représentent 344 morceaux de la grotte qui, une fois réunis, représenteront la grotte dans son ensemble. Le travail donc consiste à rassembler l'ensemble de ces morceaux en déterminant la coupe relationnelle optimale de chacun de ces scans pour les juxtaposer les uns par rapport aux autres. Ce travail est réalisé grâce à un procédé appelé diagramme de Voronoi. On obtient aussi ainsi des cellules qui, juxtaposées les unes par rapport aux autres, forment la grotte dans son ensemble. Ce travail permet ensuite la reconstitution du maillage et permet de réaliser ensuite le texturing de la grotte. Ensuite, chaque cellule est traitée individuellement pour en reconstruire la surface grâce au nuage de points qui a été relevé au sein même de cette cellule. Alors, pour des raisons techniques, le traitement du maillage au sein de la cellule est réalisé en 3 niveaux de qualité. La plus basse servant d'outil pour visualiser simplement le modèle à l'aide d'un ordinateur, on va dire, un ordinateur de bureau. Et le modèle le plus haut, la plus haute qualité, sert évidemment à la reproduction. Donc ensuite, on passe au texturing, c'est-à-dire qu'on projette les images dans les cellules. Chaque image panoramique, au nombre de 344, est projetée individuellement dans chaque cellule, dans un ordre bien précis pour reconstituer l'ensemble de la grotte. Donc là, sur cette diapo, vous pouvez voir comparer les images texturées sur son maillage et la photo originale. Donc on peut constater évidemment qu'il y a quelques différences entre la représentation
3D et puis l'image photo originale, mais ça n'a aucune conséquence évidemment sur la copie puisque la reproduction des œuvres est réalisée avec les images originales. Et le modèle 3D, il sert à reconstruire la grotte, à la visualiser et à réaliser la scénographie générale et le parcours visiteur. Et la dernière étape consiste à créer un outil collaboratif qui permet aux différents intervenants du projet d'avoir une vision commune et de se familiariser avec la grotte en effectuant une visite virtuelle de celle-ci. Alors cet outil permet également d'échanger entre techniciens sur la géométrie de la grotte et sa position au sein du bâtiment. Il permet de voir les interfaces qui existent entre les différents éléments du bâtiment et permet aux différents corps de métier de pouvoir anticiper les aménagements à prévoir en fonction de l'impact de la grotte au sein du niveau -2 de la villa. Et tout cet outil est partagé évidemment via un lien web pour que tout le monde puisse y avoir accès assez facilement avec des outils, des ordinateurs classiques. Donc cet outil aussi permet d'avoir d'autres informations comme celle que vous avez ici. Donc là, vous avez la partie basse de la grotte à droite avec la partie immergée et les sols. Et à gauche, vous avez la partie haute de la grotte, toujours d'après ces écailles reconstituées. Donc à la suite de ça, on retrouve le plan de la grotte originale. Donc on a découpé 6 grandes écailles que vous pouvez voir. Il n'y en a que 5 ici, mais je vais vous expliquer après pourquoi il y en a une 6e. Et on a découpé ces écailles pour faire rentrer la boîte dans la boîte, on va dire. En bas, vous avez le plan du niveau -2 de la villa. L'idée, en fait, est de remettre toute la grotte à l'intérieur de la villa, mais effectivement, la superficie de la grotte est plus importante que le bâtiment, donc nous sommes obligés de la découper et nous avons essayé de garder des intégrités, c'est-à-dire des grandes écailles dont on n'a pas touché l'intégrité, ce qui fait qu'on pourra se déplacer d'écaille en écaille avec un parcours logique de visite. Donc là, vous revoyez ces écailles-là qui ont été mises d'après les scans que je vous ai présentés précédemment. Donc vous avez une première écaille qui est l'écaille en jaune, qui est l'écaille de la plage, une des plus grandes écailles que l'on a posées. Après, en bas à gauche, en orange, vous avez l'écaille où il y a les chevaux avec la salle basse. Vous avez la salle nord, c'est l'écaille en bleu, qui représente toute la salle nord. Vous avez en violet l'écaille du puits, avec le grand puits. En 5, vous avez la faille des bisons. Et en 6, vous avez l'écaille qui contient le félin et l'homme tué. Donc, ceci nous permet effectivement de repositionner ensuite les différentes peintures. Donc là, ce sont tous les panneaux ornés peints qu'il y a dans la grotte. Notre projet présentera l'ensemble des peintures de la grotte. Il abordera les gravures après, plus difficile, mais pour les peintures, nous présenterons l'ensemble des peintures de la grotte. Donc tout ça nous a permis de déterminer un parcours de visite qui fait environ 200 mètres. Donc ce parcours permet d'avoir une visite logique entre les différentes salles. En fait, on va successivement passer dans les différentes écailles et on va retrouver, à chaque fois qu'on va être dans l'une des écailles, on va retrouver l'intégralité de la grotte telle qu'on aurait pu la voir dans l'original. Donc on a un parcours d'environ 200 mètres. Et puis la grotte Cosquer, c'est aussi une grotte immergée. Donc notre volonté était de restituer cette partie marine et de remettre les visiteurs dans la situation de l'inventeur Henri Cosquer. Donc nous avons positionné les différents bassins à l'intérieur des écailles. Cela représente à peu près 360 mètres carrés de bassin. Donc les visiteurs circuleront au milieu de ces bassins et auront vraiment la sensation qu'a eu le plongeur quand il est sorti et qu'il a visité la grotte pour la première fois. Donc au final, on obtient un projet
sommaire pour l'instant, hein, qui ressemble un petit peu à ça. Le visiteur va arriver par un ascenseur depuis le niveau supérieur qui va lui simuler la descente à 37 mètres de profondeur. Il va embarquer dans un module d'exploration. Il va remonter le boyau rouge que vous voyez, qui va simuler les 175 mètres qui remontent jusqu'à la grotte par un système d'accélération. Et puis, il va sortir dans la grande écaille de la plage, où il aura la vision qu'a eu le plongeur quand il est sorti de l'eau, avec la plage au bout. Et il va circuler sur les 200 mètres en environ 40 minutes à l'aide de cet appareil, ce module d'exploration. Encore une idée aujourd'hui dans la présentation de l'art pariétal orné, et qui va lui permettre d'avoir une visite scénographiée avec une vision des œuvres très particulière, associée à l'éclairage et au son qui sera embarqué avec ce visiteur-là. Voilà, donc ça, vous avez à peu près une vision globale du projet où nous en sommes aujourd'hui. Voilà. Je vais passer la parole à Gilles qui va aborder les œuvres pariétales et notamment les gravures. Merci Laurent. Donc Gilles. Oui. Donc bonjour à tous. Désolé toujours pour ce cafouillage. Moi, je voulais vous parler, donc, puisque j'ai plusieurs casquettes professionnelles, je voudrais d'abord intervenir en tant que préhistorien, donc spécialiste de l'art pariétal, et rappeler, donc, grâce à ces premiers travaux pionniers hein, des deux gens, Claude et Courtin, accompagnés aussi d'une équipe, dont Luc Van Rijn, et grâce à leurs bouquins, on a quand même on va dire, quelques données de base. Et donc, rappeler que ces 500, probablement beaucoup plus, hein, 500 entités repérées à l'heure actuelle sur les voûtes et les parois, donc un grand nombre, 60 et quelques mains rouges et noires, 200 figures humaines, 230 ou plus signes ou entités non figuratives. Et ce qui n'est toujours pas évalué, c'est les mètres carrés, qui sont certainement très abondants, de traces d'activité sur les voûtes, les parois, sans parler les traces d'activité sur les sols. Alors, un des enjeux de cette réplique, c'est, Laurent l'a bien évoqué avant, donc il y aura la totalité de ce qu'on appelle des peintures, c'est-à-dire des dessins, on va dire, je mets à part les mains, mais je parle de la cinquantaine de dessins noirs, qui sont des dessins ou des peintures, ça dépend de quel point de vue on se place, donc qui sont en principe extrêmement visibles par tout le monde. Mais il y a tout le monde, l'univers derrière qui est beaucoup plus difficile à saisir pour le grand public, et pas que d'ailleurs, qui est ce qu'on appelle communément des gravures, c'est-à-dire ce sont des incisions qui ont été faites sur les parois et qui ne sont visibles la plupart du temps qu'en lumière rasante. Alors, elles sont très importantes à Cosquer, je dirais qu'il y en a au moins 150 et certainement plus, et non seulement elles sont nombreuses, mais ensuite elles sont représentatives dans le sens où elles portent une part de l'originalité de cette grotte par la présence donc des phoques, de la saïga et de ces fameux signes géométriques très intéressants, ces rectangles complexes. Donc, il a fallu réfléchir à la manière dont nous allions présenter ces gravures ou les mettre dans le parcours, sachant que le comité, le conseil scientifique nous a, disons, vigoureusement encouragés à ne pas procéder à des translations, c'est-à-dire des déplacements intempestifs de gravures intéressantes pour les proposer sur le parcours, mais dans la plus grande mesure du possible, de rester dans la logique, on va dire, topographique et topologique de la grotte. Donc, c'est-à-dire, en gros, de présenter les gravures les plus proches du parcours qui avait été déterminé. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Vous voyez, les points rouges sont toujours les gravures, les peintures, les dessins noirs et les mains sur le parcours. Et les points verts représentent, disons, une douzaine d'opportunités. Soit ce sont des gravures plutôt isolées, soit ce sont des panneaux en tant que tels, que nous pourrions présenter en supplément donc, de ces dessins. Alors, des gravures, il y en a bien entendu tout proche des dessins, il y en a beaucoup autour des chevaux, il y en a quelques-unes autour des bisons,
Il y en a aussi complètement intriqués, imbriqués avec certains dessins noirs comme le grand mégacéros qu'on voit là. Entre parenthèses, vous voyez la position de Michel Girard à gauche, un espace qui est un véritable défi à présenter au public lui-même. Voilà donc une photo panoramique qui permet de voir ce grand mégacéros au centre, qui fait environ 1,20 m de long, le dessin. Mais il est environné de gravures, parmi lesquelles un magnifique cheval, un cygne donc, qui ressemble un peu à la fois à un rectangle et à un cerf-volant, et ces grands zigzags, mais aussi sur la gauche de l'écran, des dessins plus petits et plus confidentiels que vous voyez là à gauche, qui au début ont été interprétés comme des poissons et maintenant sont plus certainement interprétés comme des signes, on va dire, de la symbolique sexuelle. Au centre, vous avez une gravure d'auroch et sur la droite, un magnifique cheval accompagné donc de ce fameux signe. Donc ça, c'est en principe quelque chose que nous arriverons à présenter puisqu'ils sont dans l'environnement de la grande figure de Mégacéros. Voilà un autre exemple de ces magnifiques gravures qui est un auroch qui, lui, n'est pas très grand, qui se trouve donc dans le même secteur que le mégacéros, mais de manière séparée. Du côté des bisons aussi, c'est pareil, il y a d'autres dessins, dont notamment gravés, notamment un panneau très intéressant qui est celui d'un autre mégacéros, qui est quand même assez grand aussi, qui est à peu près 1 mètre de long, que vous voyez là, que j'ai simplement surligné pour qu'on voit un peu mieux où il se situe. Vous avez ici la position du bison noir numéro 1 et le bison noir numéro 2, donc il est exactement au milieu, sur un massif, on va dire, assez convexe qui les sépare. Et là, vous avez un autre petit panneau qui présente donc un cheval et un phoque. Voici donc un détail de la gravure de ce Mégacéros, qui reste une œuvre assez marquante, que probablement il faudra essayer d'inclure dans le parcours. Et bien entendu, nous avons ici la gravure de la Saïga dont on a déjà pas mal parlé. Alors je précise au passage aussi qu'il nous est possible, grâce aux photos panoramiques, de restituer toutes les positions de scan à l'intérieur du plan de la grotte, ce qui nous est très utile évidemment pour retrouver l'information de base et ensuite la rechercher dans le modèle, parce que ces gravures ne sont pas toujours d'une lecture évidemment immédiate. Voici un autre panneau qui se trouve à proximité donc, du bison numéro 2. À droite, vous avez la saïga, et à gauche, une biche, un chamois et un cheval, qui s'avèrent, me semble-t-il, d'une lisibilité assez facile. Et certainement l'un des panneaux les plus intéressants, qui lui se trouve complètement isolé, vous voyez la flèche ici sur la gauche, qui est isolé, donc qui n'est pas vraiment à proximité directe des dessins noirs, mais qui est quand même proche du parcours, et qui est un panneau à mes yeux tout à fait important, qui est le panneau dit de l'homme tué. Grâce aux photos panoramiques, on a pu reconstituer, enfin j'ai pu reconstituer, on va dire, l'environnement de cet homme, cette figure humaine, qui, je le rappelle, là, est donc une figure humaine très schématique, avec un grand bras, 4 doigts, couché sur le dos, et traversé par un trait barbelé qui est certainement un harpon, qui rappelle, donc là vous avez un phoque, vous voyez ici le côté moustachu du personnage, etc. Donc, qui est peut-être un être hybride, mais qui est très certainement important à faire figurer on va dire, dans le corpus de la grotte. Et le voilà donc une vision un peu plus proche de ce panneau. Vous voyez qu'il est en plus situé sur un ensemble de tracés digitaux avec un grand signe, un autre plus petit ici, un bouquetin, un cheval. Donc c'est un ensemble extrêmement riche et original que nous essaierons de montrer. L'autre challenge qui nous restera à relever, c'est effectivement comment faire apparaître ces gravures pour le grand public. Mais là, ça n'est plus vraiment de ma compétence, ce sera sûrement le travail des scénographes et des spécialistes de la lumière. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Je passe la parole donc à Alain pour les questions techniques sur la réalisation des panneaux. Merci beaucoup, Gilles. Donc, Alain Dalis, donc on vous laisse prendre le relais et nous expliquer. Je vais repartager mon écran, Catherine. Alain avec moi. Oui. Ça arrive.
voyez mon écran? Non, pas encore. Alors, là, on voit le bureau de l'ordinateur avec le fichier. Voilà, c'est bon. Mode plein écran. Bon, vous l'avez? C'est bon, c'est parfait. Merci, Laurent. Bon. Ok. Voilà, bonjour. Donc, je vais vous faire un petit tour de l'atelier avec des photos qui ont été prises hier. Donc, vous allez voir ce qui se passe en ce moment dans l'atelier. Bon, même depuis hier, ça a un peu évolué. Et je vais en profiter pour vous montrer les techniques qui sont utilisées pour faire ces facsimilés. Donc, je vous montre d'abord l'outil indispensable pour réaliser les volumes de la grotte. Donc, nous recevons des fichiers numériques qui, après traitement, sont utilisés pour refaire les volumes dans du polystyrène. Donc, c'est cette fraiseuse 5 axes qui a été créée dans l'atelier qui nous sert à sculpter. Donc, vous voyez ici, par exemple, un des premiers panneaux fraisés. Donc ça, c'est le panneau du Mégacéros que l'on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas évident comme ça, mais de le reconnaître. Vous voyez peut-être les deux traits qui sont voilà, à ce niveau-là. Donc ce sont les cornes du Mégacéros. Alors, c'est la première fois qu'on a des relevés vraiment très précis pour faire des facsimilés, à tel point qu'on peut faire des détails. On peut atteindre des détails qui sont assez impressionnants, comme tous les tracés digités que vous voyez là, un peu partout sur le centre, à côté des cornes. Alors, lorsqu'on fraise ces polystyrènes, on les réalise à l'envers, c'est-à-dire qu'on se sert de ces polystyrènes pour faire des moules. Donc, ce que vous voyez là, au lieu d'être en creux, les tracés digités et tout ça, ils apparaissent sur le fraisage en bosse. Donc, c'est ce que vous voyez encore ici, par exemple. Donc, ça, c'est l'inverse de la paroi. C'est le volume en négatif. Donc, on voit très bien toutes les gravures qui apparaissent, les subtilités aussi du volume, du rocher, un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que les gravures donc, ressortent en volume et les relevés sont tellement précis qu'on arrive à voir l'épaisseur du tracé avec sa profondeur. On peut distinguer à peu près si c'est un outil, si c'est le doigt. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. C'est la première fois qu'on a eu un document comme ça pour travailler. Donc, je vous disais que ces polystyrènes étaient des moules. Donc, à l'intérieur de ces polystyrènes, on va couler une résine, puis ensuite la fibrer avec de la fibre de verre, quoi, de façon à avoir le tirage en positif. Donc, c'est ce que vous voyez là. Ce sont deux coques qui sont réalisées en positif. Donc, ensuite, on arrache le polystyrène et on a l'objet tel qu'il est. C'est ce que vous voyez là aussi. Donc, tous les volumes se transfèrent sur la coque. Par exemple, vous voyez ici un petit cheval. Alors, je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais on a l'encolure ici, avec une patte ici. On a une seconde sur le côté. Voilà. Donc, on a tout qui réapparaît sur la coque. Donc, ces coques sont installées et à partir de là, on va refaire tout ce qui est micro-relief. Donc là, vous voyez le panneau du Bison 2 qui est installé, donc, qui a été fait il y a de ça quasiment un mois. Et donc, grâce à des projections sur ces coques, on arrive à remettre en place tous les petits éléments grâce à du modelage. C'est-à-dire qu'on se fabrique une pâte et on vient appliquer cette pâte à l'aide des projections pour absolument tout refaire. Les petites failles, les petits coquillages. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a plein de petits coquillages aussi. Il y a un banc de fossiles à ce niveau-là. Et bon, on refait absolument tous les petits volumes. Les coulées de calcite, enfin tout. Donc, on commence aussi à poser les gravures. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours. Enfin, c'est un peu plus précis maintenant. Et donc, tout ça se fait grâce aux projections que vous voyez ici. Donc là, c'est le Bison 1.
que vous voyez avec la projection. Donc, ça va nous permettre, cette projection, de refaire les volumes, mais aussi toute la patine et les peintures. C'est une chose que l'on va garder du début jusqu'à la fin. Alors, un petit logiciel a été développé pour que l'on puisse projeter des images, enfin le relevé 3D, exactement dans de bonnes conditions pour qu'il n'y ait aucune déformation sur la paroi. Donc, vous voyez le bison ici. Ensuite, avec la patine qui est en cours. Voilà, ça date d'hier, donc ça évolue encore. Et il nous reste à mettre maintenant les peintures sur ces deux panneaux-là, sur le bison 1 et le bison 2. Donc, évidemment, on essaye de retracer toutes les gravures, tous les tracés digités aussi. Voilà, ce qui est assez impressionnant sur les parois, bon, on découvre aussi au fur et à mesure, mais on voit tous les arrachages de matière. Il y en a absolument partout, c'est assez impressionnant. Donc là, vous voyez le bison 1 avec la projection. Et le bison 2, donc on a commencé les tracés noirs hier. Donc aujourd'hui, il est bien avancé là. Voilà, il est pratiquement fini. Et là, d'un côté, vous avez tout à fait en haut la petite saiga qui a été rajoutée ici et un signe juste là. Voilà. Merci beaucoup, Alain. C'est effectivement extrêmement intéressant et instructif.